Eh bien, ce que nous demandons, c'est un changement de méthode, Monsieur le Premier ministre. Ce que nous demandons, c'est qu'à travers, que nous co-construisions ces politiques. Nous avons su le faire sur un certain nombre de sujets. Pardon de citer toujours votre ministre des Transports, mais sur la loi sur les mobilités, ça va finir par être gênant, je sais. Mais c'est pas grave, tant pis pour vous. Vous n'aviez qu'à être moins aimable. Eh bien, nous avons su le faire sur la réforme de la SNCF, nous savons le faire sur la loi sur la mobilité, nous savons presque le faire sur l'orientation. Bien. Eh bien, il y a encore un peu de boulot, il y a 2-3 éléments à clarifier. On va en parler. Mais voilà, il y a cette question fondamentale, car à travers la méthode, c'est l'expression qu'on donne de l'autre. Je citais hier le président de la République qui citait Lévinas, le 17... Lévinas, le 17 juillet 2017, que la confiance était le rapport à l'autre. C'est bien ça le sujet. Bien. Deuxième sujet, deuxième point, Monsieur le Premier ministre, les questions de fond. J'en évoque 4 très rapidement, je sais que vous avez un agenda serré. Mais je crois que c'est bon qu'on puisse se parler. Alors, il y a la question des fonds européens. Sur les fonds européens, qui peut dire que le transfert aux régions des fonds structurels européens a été une mauvaise idée? Elle a été décidée en 2012, mise en œuvre en 2014. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que nous avons une autre menace, qui est désormais de considérer que nous irions vers la recentralisation des crédits européens. C'est tout de même oublier que si nous connaissons autant de dysfonctionnements, c'est parce que nous n'avons pas totalement tiré les conséquences du transfert des fonds européens aux collectivités. Si nous connaissons une situation dans laquelle les agriculteurs ne sont pas payés pour les MAEC de 2016, c'est parce que l'ASP a été incapable de mettre un programme qui convient, service de l'État. Si nous avons pris 1 an de retard sur le programme FEAMP, c'est parce que ce programme-là est resté dans un cadre national. Si nous avons autant de difficultés à développer Leader, à faire en sorte que les crédits Leader soient consommés, c'est parce qu'on a consacré et mis en place un système qui est absolument infernal. Et ce n'est pas nous qui l'avons mis en place. Et deuxième élément que tout de même on devrait intégrer, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de compétences sont dans les collectivités, que les RGPP successives ont amené à un affaiblissement majeur des services déconcentrés de l'État, et que considérer qu'on va pouvoir retraiter ces sujets-là en les redonnant à des administrations déconcentrées qui ont été purgées d'une partie de leurs compétences et de leurs matières grises, ça va être extrêmement compliqué. Parce que quand on voit, rien que sur les dossiers agricoles, que les DDTM mettent 1 an pour arriver à éponger le stock, il y a vraiment un vrai sujet. Et quand, Monsieur le Premier ministre, nous apprenons que par une rime, dont on dit qu'elle aurait décidé de maintenir les fonds structurels européens aux régions, mais aurait décidé de rebasculer le FEADER, c'est-à-dire le 2e pilier de la PAC, à l'État, nous crions folie. Parce que si nous faisons cela, ça veut dire qu'il n'y a plus de politique agricole régionale. Ça veut dire qu'il n'y a plus de politique différenciée en fonction d'agriculture qui ont des problématiques différenciées en fonction des territoires. Et ce serait, pour nous, le pire signal qui nous serait donné, parce que, Monsieur le Premier ministre, j'ai en tête un petit déjeuner avec le chef de l'État au Salon de l'Agriculture. Je n'étais pas seul, donc j'ai entendu, tout le monde a entendu la même chose. Et Alain Rousset, qui a vu Emmanuel Macron la semaine dernière, peut le confirmer. Nous avons eu un président de la République qui m'a dit, à ma question, en effet, je suis favorable à la décentralisation totale des crédits FEADER du 2e pilier de la PAC. Ça marchera mieux, c'est ce qu'il nous a dit. Eh bien, au moins que cet engagement-là soit tenu, parce qu'il serait pour les régions le pire signal, en réalité, de la rupture de confiance. Deuxième sujet, j'y viens rapidement, c'est la question de l'orientation. Depuis des années, les régions réclamaient l'orientation. C'est fait dans des conditions, voilà, bon, pas à pas. L'information des jeunes, l'information des familles, tout le monde a conscience que si nous ne réglons pas cette question-là, nous nous trouvons face à une problématique majeure, c'est que nous ne sommes pas capables de bâtir
des modèles d'intégration professionnelle pour beaucoup de jeunes. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je vous livre simplement une petite expérience, celle d'un président de région qui, avec le recteur, excellent recteur par ailleurs, visite un lycée le jour de la rentrée scolaire. Et j'ai posé dans 3 classes, de terminale et de première, une question simple aux jeunes. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une entreprise et est-ce que vous avez eu des contacts avec des professionnels de différents métiers durant vos années scolaires? Eh bien, on était entre 2 et 4 personnes, 2 et 4 jeunes qui levaient la main le matin de la rentrée. Donc, en clair, jusqu'à la terminale ou jusqu'à la fin de première, ils n'avaient eu aucun contact avec les milieux professionnels. Et ça ne peut plus durer. Et donc, si on veut que ça ne dure plus, il faut faire en sorte qu'on bâtisse un système simple où éducation nationale, région, département, Dominique, et monde professionnel soient ensemble pour bâtir réellement des politiques d'information des jeunes et des familles pour qu'ils puissent aller dans les métiers où ils pourront trouver un boulot et dans des métiers dans lesquels ils s'épanouiront. Et cela impose un pilotage qui nécessite néanmoins quelques moyens, qui est toute la question du transfert du personnel qui n'est pas franchement réglée, et aussi la question du financement d'opérations qui impose un certain nombre de crédits parce qu'on est aujourd'hui dans des contraintes absolument sérieuses. J'ajoute aussi, Monsieur le Premier ministre, sur l'apprentissage, pour évoquer un deuxième sujet touchant à la jeunesse. J'ai d'ailleurs été heureux de constater que Muriel Pénicaud, dans la presse il y a 8 jours, se félicitait de l'augmentation du nombre d'apprentis en 2017. Heureusement qu'elle nous a expliqué pendant les débats parlementaires que les régions étaient nulles, étaient incapables de gérer l'apprentissage, dont je rappelle que nous n'avons la compétence que depuis 2016. Et j'ai été heureux d'entendre le chef de l'État, lors de la présentation du plan pauvreté, que l'augmentation du nombre d'apprentis pour ceux sortant de 3e était de 40% durant l'année 2017. Je crois encore que c'était une compétence régionale que nous n'avions que depuis hier, sur laquelle nous nous étions engagés fortement en y mettant beaucoup d'argent, pour la plupart des régions, disons-le, et qu'il y avait là, je crois, une compétence qui était clé dans un continuum de compétences régionales qui vont du lycée jusqu'au développement économique. Mais je dis au gouvernement et notamment au ministre de l'Éducation nationale que cette question de l'apprentissage, elle reste devant nous. D'une part, parce que la question du fonds d'aménagement du territoire permettant de financer les CFA qui sont très déficitaires impose qu'on soit extrêmement sérieux sur cette dotation, non pas pour nous faire plaisir, mais pour éviter que de très nombreux CFA ferment en milieu rural ou dans les quartiers défavorisés. Et deuxième élément, Monsieur le ministre, c'est que je n'ai toujours pas compris comment on allait bâtir un modèle dans lequel il y a l'initiative privée et les branches de l'autre, et les lycées professionnels dans lesquels, là aussi, on veut bâtir plus d'apprentissage. Je vous dis que là, il va y avoir un sujet que je vous invite à méditer, parce que d'un côté, vous allez avoir le secteur public qui va dire, bien entendu, maintenant, les branches professionnelles ne vont plus nous calculer, et de l'autre, les branches professionnelles qui vont expliquer que les lycées, ils ont un avantage énorme par rapport au CFA, c'est que les lycées sont financés par les régions et qu'il y a une partie des coûts qui sont d'ores et déjà intégrés dans les dialogues de gestion que nous avons avec chaque lycée. Et donc cette question-là, elle mérite d'être posée avec beaucoup de lucidité et pas de dogmatisme. Et donc j'appelle le gouvernement à un vrai dialogue sur cette question, même si vous avez fait un choix que nous ne partageons pas. Troisième élément, les crédits. Ces crédits, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas le sujet central. Mais ce que nous demandons, c'est simplement qu'ils soient stabilisés, que nous ayons un accord avec l'État qui nous mène jusqu'en 2022 à une courbe financière sur laquelle on ne revient pas chaque année. On ne peut pas continuer à être dans un modèle où chaque loi de finances ou chaque loi de finances rectificative, on prend un nouveau coup sur le museau. On nous explique l'année dernière qu'en nous donnant la TVA, il n'y avait plus besoin des 450 millions d'euros du fonds de dotation lié au transfert des compétences sur les questions économiques entre les départements et les régions, et de découvrir avant-hier dans la loi de finances qu'on nous faisait un prélèvement sur la TVA pour financer le fonds de compensation de la TVA, oui, ma chère Valérie, qui fait qu'on va nous prélever 110 millions à terme sur cette question. Donc, en clair, où est-ce qu'on va? On ne peut pas à la fois nous dire hier, OK, maintenant les choses sont stabilisées, vous n'avez plus rien, mais vous avez
une recette qui est dynamique, et de l'autre, l'année suivante, se retrouver à nouveau avec un prélèvement supplémentaire. Il y a là tout de même un vrai sujet. Deuxième élément sur les crédits stabilisés, c'est bien entendu l'exécution du contrat de plan. Il faut absolument qu'on soit au rendez-vous. On ne peut pas être à mi-parcours à moins de 25% d'exécution. Il y a là un vrai sujet sur des équipements que Jean-Claude Gaudin attend pour Marseille, comme nous les attendons dans toutes les régions. Et dernier sujet, et j'en ai terminé, c'est toute la question de la différenciation et de l'expérimentation. Si le gouvernement et le chef de l'État veut donner un signal aux collectivités, ce n'est pas simplement la révision constitutionnelle, c'est aussi une autre question, c'est celle de nous associer aux lois organiques, parce que pour toutes celles et tous ceux qui ont fait un peu de droit constitutionnel, on sait très bien que la Constitution, elle dépend beaucoup de la construction et de la rédaction de la loi organique. Or, nous n'avons jamais été associés, contrairement à ce que nous avons demandé à Mme Belloubet, à la rédaction de ces lois organiques qui nous concernent, puisqu'elles concernent les collectivités territoriales. Je pense que ça aurait été de bonne loi que nous puissions y être associés. Et deuxièmement, même si la révision constitutionnelle dépend bien entendu de débats importants entre le président Larcher et le président de la République. Mais au-delà de cela, le chef de l'État n'a cessé de dire qu'il fallait des politiques territoriales différenciées en fonction de territoires ayant des problématiques particulières. Nous avons depuis un an tous proposé des différenciations. Nous avons tous proposé des expérimentations. Nous n'avons, je ne vais pas les citer, je l'ai fait hier soir, nous n'avons jamais eu le moindre retour de l'État sur ces expérimentations et sur ces politiques différenciées que nous voulions mener. Qu'est-ce que ça coûte de tenter quelque chose de neuf, de nouveau, d'essayer de bâtir un nouveau modèle de gouvernance qui ensuite pourra être généralisé sur la totalité de la France? Il n'y aurait pas plus beau signal que de faire en sorte que le discours du président de la République en Bretagne soit un discours qui soit entendu dans toutes les régions de France, où il a évoqué en effet des politiques différenciées pour la Bretagne. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, nous sommes demandeurs de mêmes politiques différenciées, région par région, chacun sur nos sujets, parce que nous estimons qu'en effet, sur un certain nombre de questions, nous sommes en mesure de démontrer qu'on peut faire mieux. Et je termine sur un dernier point. Je m'en voudrais de ne pas citer l'Outre-mer et la Corse. Je sais que le président de la République est aujourd'hui dans les Antilles, c'est ça, Alfred, je crois. L'Outre-mer a ses problèmes. Je suis allé à La Réunion fin juillet, ce qui n'a pas les mêmes problèmes que les Antilles. Je ne fais pas la confusion sur les problématiques, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des sujets particuliers, des problématiques particulières pour ces territoires ultramarins et qu'il faut qu'elles soient entendues. Et deuxièmement, ce serait faire un procès à nos amis de la collectivité territoriale de Corse de penser qu'il n'y a pas moyen de bâtir un modèle qui est le modèle existant dans tous les pays européens pour les îles de la Méditerranée. La Corse a voté et elle a exprimé un choix politique. Et ce choix politique, il doit être respecté parce que sinon, on ne sait pas comment les choses peuvent tourner. Et je le dis, je ne comprends pas pourquoi nous n'arrivons pas à bâtir avec Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni un dialogue permettant de répondre à une revendication légitime des Corses pour bâtir un modèle qui est celui qui existe sur toutes les îles de la Méditerranée. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'avais envie de vous dire tout cela, puisque nous n'avions pas eu l'occasion de nous parler depuis longtemps, et j'ai envie de vous dire une chose simple. Comme vous, nous souhaitons le redressement de la France. Je vais même vous dire, je souhaite que vous réussissiez. Je ne suis pas dans la majorité et je n'ai aucune intention d'y être. Mais je souhaite que vous réussissiez. Je souhaite que vous réussissiez parce que la pire menace pour nous, c'est le syndrome de tous les autres pays européens, avec des majorités nationalistes, je n'aime pas le mot de populiste, mais de nationalistes, de majorités qui remettent en cause les fondements des valeurs européennes et aux valeurs auxquelles nous croyons. Et pour cela, nous avons besoin de réussir. Et Monsieur le Premier ministre, vous ne réussirez pas seul. Vous réussirez avec nous, et donc laissez-nous faire là où on est mieux pour le faire que l'État. Je vous remercie. Merci.
Merci Hervé Morin, merci Monsieur le Président de Région de France.